Mais on ne se tait pas, on ne se vend pas, on informe. Pas de pub, pas de subvention, pas d'actionnaires, mais 1 million d'abonnés sur YouTube, le double, 2 millions sur les réseaux sociaux et 250 millions de vues en quelques années. Et puis vous les donateurs, vous tous, et une équipe soudée qui enquête, qui documente, qui raconte ce que personne d'autre ne raconte et qui a acquis en 12 ans le sérieux et la crédibilité pour se démarquer du lot commun. Cette liberté a un prix. Pour continuer à produire des enquêtes, des documentaires, des émissions longues pour tenir tête à ces géants, pour sortir financièrement du rouge et bétonner le budget 2026, TV Liberté a besoin de vous. Chaque don, chaque soutien est une arme contre la censure et les dictates, une pierre à l'édifice de la vérité, celle qui rend libre et du véritable pluralisme. Avec votre soutien, délivré du contrôle des banques, mais aussi de l'État, des oligarques, des annonceurs, nous avançons encore et encore. On ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, l'État profond français. Qui le finance et pourquoi? C'est l'ouvrage de notre invité Claude Janvier. Bonjour. Bonjour. Claude Janvier, vous signez cet ouvrage que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique de TVL avec François Lagarde. Alors, l'État profond, Claude Janvier, n'est pas une vue de l'esprit. Emmanuel Macron l'a déjà pointé du doigt à plusieurs reprises dans des déclarations publiques. Votre préfacier, le journaliste Thierry Messant, explique que cet État profond français ne change pas au gré des alternances électorales, qu'il s'appuie sur de puissantes sociétés nationales et sert des intérêts extérieurs. D'autres avant vous s'en sont pris à cet État profond français. C'est le cas notamment du député Olivier Marleix, que j'avais reçu à TV Liberté. Également Éric Dénessé, qui était déjà venu plusieurs fois sur nos plateaux, spécialiste en intelligence économique. Les deux ont officiellement mis fin à leur jour. Claude Janvier, est-ce que vous êtes suicidaire? Ah non, je peux confirmer de suite, avec un grand sourire, que je ne suis absolument pas suicidaire. Donc je n'ai pas du tout envie de passer d'un hôtel avec les fenêtres qui ne s'ouvrent pas du 32e étage et me retrouver en bas. Donc c'est vrai, je ne suis pas suicidaire. On devrait imprimer un t-shirt. Non, je ne suis pas suicidaire. Peut-être y penser. Sur la mort de ces deux hommes, un député, un spécialiste en intelligence économique, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce qu'on a le droit d'avoir le doute sur la mort de ces deux hommes qui, pour les deux d'ailleurs, s'en prenaient à l'affaire Alstom, entreprise française qui avait été vendue, on le sait aujourd'hui, par celui qui était à l'époque secrétaire général adjoint de l'Élysée, Emmanuel Macron? C'est troublant. Ces deux morts, de toute façon, sont quand même troublantes. C'est évident. Dans le cas d'Olivier Marleix, il y a un livre qui devait sortir et qui, juste au moment où il devait sortir, Olivier Marleix donc, se retrouve décédé. Et quant à Éric Dénessé, on ne comprend pas bien comment se mettre un fusil de chasse. Enfin, c'est très compliqué, alors que de toute façon, M. Dénessé, en tant qu'ancien du renseignement, avait très certainement son arme de service à la maison. Donc, franchement, c'est troublant. Pourquoi se coincer un fusil de chasse vous voyez, c'est très compliqué, alors que finalement, un revolver fait tout aussi bien l'affaire, si vraiment la personne a envie de se suicider. Non, franchement, c'est hyper troublant. Ouais. Revenons au cas d'Emmanuel Macron. Vous l'expliquez dans votre ouvrage, il affiche une volonté de plonger les Français dans un climat de peur perpétuelle, avec notamment ces déclarations bellicistes à l'encontre de la Russie. Quel est l'enjeu dans cette utilisation de la peur permanente? Il y a plusieurs enjeux, en fait. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, depuis qu'il est en poste à l'Élysée, sa phrase favorite, c'est « nous sommes en guerre ». On se rappelle, il l'a évoqué lors de l'arrivée du Covid-19. Il l'avait évoqué lors aussi des Gilets jaunes. Il continue de l'évoquer face à la Fédération de Russie qui, jusqu'à présent, n'est nullement agressive envers les États européens.
Donc l'enjeu, à partir du moment où vous martelez à une population que nous sommes en guerre et que ce martèlement, ce bourrage de crâne est repris déjà par les médias propagandistes, il est évident que ça plonge les gens dans un climat d'insécurité permanente. Et qui dit insécurité permanente risque à un moment donné de déraper, parce que quand les gens sont trop dans une insécurité permanente, tout peut arriver. Ce qui permettrait, mais ça peut-être on en rediscutera, à Emmanuel Macron de continuer à garder les rênes du pouvoir en France, parce que tel est son but. Le but d'Emmanuel Macron, c'est pas tant l'argent en réalité, c'est le pouvoir. Emmanuel Macron est ivre de pouvoir. Donc, il sait que en 2022, il ne pourra pas se représenter, bien que ayant placé... 2027. En 2027, pardon, oui, excusez-moi. En 2027, il sait normalement qu'il ne peut pas se représenter, bien qu'il a placé quand même judicieusement à la tête du Conseil constitutionnel son ami Richard Ferrand, qui lui avait déclaré il y a quelque temps, chez Ma Minute d'ailleurs, que modifier la Constitution pour permettre à un président de la République de briguer un troisième mandat, la question pourrait être posée. Donc déjà, on peut effectivement... On n'est pas dans le délire, quoi. Ah non, on n'est pas dans le délire. C'est vérifiable. Hein. Donc déjà... ça pose question. Ensuite, si vraiment il ne peut pas, il essaiera de mettre quelqu'un, évidemment, à sa solde, se présenter en 2027. Mais s'il y a un climat insurrectionnel qui arrive de plus en plus en France, provoqué par une inflation systémique qui est quand même là omniprésente et provoqué par ce climat de peur qui est tangible, il peut très bien invoquer l'article 16, ce qui lui donnerait d'ailleurs les pleins pouvoirs quasiment à vie. Donc tout est possible avec M. Emmanuel Macron, tout est vraiment possible. Revenons sur cette notion d'État profond. Comment la République française s'est-elle laissée infiltrer par cette machine, dites-vous, qui fonctionne contre le peuple ? Vous savez, un État profond, tous les pays du monde ont un État profond. Après tout, l'État profond, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble du corps de la fonction publique, des hauts fonctionnaires d'État, et c'est la haute sphère du privé. Après tout, rien de mal à ce qui est un État profond. Le problème n'est pas dans l'État profond, le problème est dans les buts qu'un État profond va exercer. Et le problème, c'est que depuis d'ailleurs l'avènement de Nicolas Sarkozy au pouvoir, après il y a eu François Hollande et maintenant Emmanuel Macron, force est de constater que la spirale a dégringolé de plus en plus et que la France se retrouve de plus en plus avec une économie qui est complètement dévastée, avec un niveau culturel qui l'est tout autant, embrigadé par le pouvoir vers quoi ? Vers une troisième guerre mondiale qui est complètement chimérique, mais dont les généraux aujourd'hui, et je parle d'il y a à peine quelques jours, les généraux les plus puissants des armées ont mis comme date butoir 2026 pour qu'il y ait une troisième guerre mondiale face à la Fédération de Russie. Donc, il y a un énorme problème, vous voyez. Vraiment. Cet État profond, c'est aussi impersonnel. Vous le dites, ça peut commencer avec Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui les réunit ? Quel est le dénominateur commun de ces personnages, de ces personnalités ? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est vrai, je n'avais pas terminé un peu l'exposé parce que j'avais un peu perdu le fil, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un État profond, donc c'est la haute fonction publique et la haute sphère du privé. Donc c'est vrai que s'il n'y avait pas de président demain et pas de ministre, l'État profond continuerait à faire tourner le pays. C'est si vrai. On se rappelle la Belgique. La Belgique, je crois, était restée plus d'1 an et demi sans gouvernement. Et le pays ne s'est pas effondré dans le chaos. L'État profond belge a continué à faire son travail. Mais le problème de l'État profond, est-ce qu'il va dans le sens du bien commun, du bien-être du peuple, ou des peuples, pardon, ou est-ce qu'il va dans l'autre sens ? C'est forcé de constater que depuis Nicolas Sarkozy, Hollande et maintenant Emmanuel Macron, l'État profond est de plus en plus inféodé à des lobbies de puissances étrangères, notamment anglo-saxonnes. Les anglo-saxons, puisqu'en réalité, l'infiltration de la haute finance internationale états-unienne est omniprésente. Je fais référence ici à BlackRock. BlackRock a son rond de serviette à Bercy. Donc,
Et BlackRock n'est pas là juste pour... BlackRock, le grand fonds de pension américain. 10 000 milliards d'actifs, actionnaires de toutes les grandes entreprises françaises du CAC 40 et toutes les grandes entreprises occidentales, y compris d'ailleurs des grands laboratoires pharmaceutiques, des usines d'armement, etc., etc. Contrôle tous les médias américains. Et vous faites référence à la French American Foundation et aux Young Global Leaders, aux Young Leaders. C'est quoi ces formations en fait? C'est là où puise son personnel l'État profond? Absolument, oui, absolument. C'est ça. En fait, la French American Foundation est antérieure à la création par Klaus Schwab du Global Young Leader en 2004. Et en réalité, tous les politiciens sont façonnés, formatés par ces deux écoles, la French American Foundation et un peu plus tard le Global Young Leader. D'ailleurs, quand vous regardez les listes qui a fréquenté soit l'une soit l'autre, d'ailleurs, vous retrouvez Emmanuel Macron, vous retrouvez Gabriel Attal, vous retrouvez Marlène Schiappa, etc., etc. Donc on voit bien, il y a un formatage parce qu'en fait, c'est l'ENA version internationale, quoi. Voilà. Obéissant, évidemment, au dictat de la haute finance internationale, qui est, de toute façon, d'obédience anglo-saxonne. Ça c'est clair. L'État profond français est lui-même dominé par un État profond mondial. Quelles en sont les composantes? Les composantes de l'État profond mondial, c'est la haute finance internationale. C'est le premier, on l'a évoqué à l'instant, c'est BlackRock. Le deuxième, c'est Vanguard, puisque Vanguard gère à peu près aujourd'hui 9 000 milliards d'actifs. Ce qui est intéressant avec Vanguard, c'est que Vanguard n'est pas coté en bourse. C'est intéressant pour une énorme société comme elle n'est pas cotée en bourse. Et en réalité, j'avais enquêté sur cette société en 2012-13. C'est là que j'avais sorti mon livre à ce sujet qui s'appelle Les Démasqués. Et en réalité, Vanguard a été fondée dans les années 70-75 par les 13 grandes familles les plus riches au monde. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms? Oui, Rothschild, Rockefeller, Morgan, Vanderbilt, Dupont de Nemours, Orsini, la famille royale d'Angleterre, bien que la famille royale d'Angleterre, c'est pas pour son immense richesse, mais il y a une collusion entre la famille royale d'Angleterre et la City de Londres qui est indépendante, et il y a Wall Street. Donc vous voyez, ça c'est le sommet de l'oligarchie financière mondiale apatride. Je dis apatride vous sortez dans la rue, Claude Janvier, vous demandez Dupont de Nemours, Orsini, vous savez qui c'est? Je pense que 99,9% des gens que vous rencontrez ne savent pas qui c'est. Non, ça c'est sûr. Alors Dupont de Nemours, certains. Je me suis amusé de temps en temps à poser la question, parce que Dupont de Nemours était un gros industriel français. Donc, à un moment donné, ceux qui se sont intéressés il y a quelques années à l'industrie, Dupont de Nemours, ils connaissent. Mais après, Orsini, Vanderbilt, non, c'est clair que non. Morgan, les gens connaissent un peu parce que c'est quand même une grande famille de banquiers, mais... Rothschild, oui, est connu, et Rockefeller aussi. Mais vous voyez, et ce qui est intéressant avec Vanguard, c'est que donc ces 13 familles assurent le contrôle de Vanguard, cooptent qui ils veulent. Ils ont un conseil d'administration, mais c'est pas eux. Et ils ont mis ça leur sert d'écran. Eux, ils sont derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que Vanguard est actionnaire de BlackRock. Et Vanguard est actionnaire aussi des principaux médias américains, médias européens, est actionnaire aussi eux-mêmes des grands laboratoires pharmaceutiques et aussi de toutes les usines d'armement. Une mécanique de précision. Cet État profond, Claude Janvier, vous dites qu'il opère un véritable contrôle social qui va déresponsabiliser, les individus de la société française. C'est quoi les instruments pour déresponsabiliser les gens? Vous savez, ça passe par la propagande. À partir du moment où vous assénez tout un tas de mensonges, de contre-vérités et une propagande par un corps de médias qui, normalement, est censé quand même dire plus ou moins quand même la vérité, il faut forcer de constater que les médias aujourd'hui, les médias de grand chemin, bien évidemment, ne disent aucune vérité. À part les cours de cuisine et voilà, mais la météo. Oui, la météo. Et encore, la météo, quand il commence à nous sortir le coup du réchauffement climatique, etc., et qu'il pleut pendant un mois, mais c'est toujours la faute du réchauffement climatique. La banquise arctique, qui était censée fondre quand même totalement disparue en 2035 par le GIEC, c'est le GIEC qui avait annoncé cela. Le pôle Sud.
Non, Arctique, c'est pôle Nord, excusez-moi. C'est le pôle Nord. La honte. Eh bien, ils sont revenus. Le grand patron du GIEC a dit, oui, on mea culpa, nous nous sommes trompés. Bah alors, faut savoir, on est dans le réchauffement climatique ou nous n'y sommes pas? Nous n'y sommes pas, c'est d'une évidence absolue. Alors, vous citez la psychanalyse, le sexe, la drogue, le socialisme, c'est tout ça, les instruments. Non, mais pêle-mêle, vous les prenez pêle-mêle, hein, les outils de contrôle social. Les socialistes. Oui. Force est de constater qu'il y a de plus en plus quand même d'affaires. Les socialistes ne sont pas les derniers à vouloir la légalisation du cannabis. Nous sommes d'accord, hein, ça c'est clair. Non, mais c'est mieux d'être défoncé toute la journée pour contrôler les masses, quoi. Voilà, oui, ça permet de défoncer les masses aussi, quoi. Ouais. C'est ça le problème, quoi. Mais quand vous regardez, il y a de plus en plus de sombres affaires avec des soirées de chemsex, donc de produits chimiques et de sexe à outrance, donc d'orgies incroyables. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, l'affaire Palmade a montré un peu jusqu'à quelle dérive, donc ce genre de soirée pouvait. Et jusque dans les années 2000, les médias dénonçaient des réseaux pédocriminels avec des gosses, des histoires sordides. Absolument. Mais qu'on a cessé de médiatiser ces histoires. Vous en entendez parler? Non. Moi non plus. Vous voyez, non, c'est malheureusement une énorme dérive. Hein, et quand vous commencez à avoir des élites qui commencent à s'adonner à ce genre de plaisir pervers, comment voulez-vous qu'un pays aille bien? C'est impossible. Union européenne, OTAN, ces deux institutions, vous dites que ça n'est qu'un paravent pour l'État profond. C'est quoi le bilan militairement de cette institution unique, puisque en réalité l'Union européenne est affiliée à l'OTAN? De toute façon, oui. L'OTAN, c'est quand même l'alliance militaire la plus grande, la plus importante donc, du monde entier. Et l'OTAN, moi quand j'étais gamin, on me présentait l'OTAN comme étant, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pour protéger tout le monde contre des dérives insensées, style effectivement le nazisme, etc., etc. Sauf que ce qu'il faut regarder, c'est que l'OTAN est devenue complètement une entité criminelle. On se rappelle de ce qui s'est passé quand même au démantèlement de l'ancienne Yougoslavie, au bombardement de l'OTAN sans aucune autorisation de l'ONU, d'ailleurs de la capitale de la Serbie, Belgrade, et de toute cette horrible guerre du Kosovo. Ça a été déchaîné par l'OTAN. Donc aujourd'hui, on voit bien que l'OTAN est une machine de guerre à la solde états-unienne. Et l'UE est totalement à la botte, malheureusement, de l'OTAN et de la machine de guerre et du deep state, donc, puisque là on parle de l'État profond américain et du deep state américain, parce que le deep state américain c'est quoi? C'est aussi tout le complexe militaro-industriel américain, c'est le Pentagone, c'est la CIA, là c'est encore plus important, je dirais, comme État profond que l'État profond français, quoi. Mais l'État profond français de toute façon obéit bec et ongle à l'État profond américain. Ça, justement, l'État profond américain, on peut fixer sa naissance à peu près à l'après-Seconde Guerre mondiale. Vous dites que pour la France, c'est une captation du pouvoir, la naissance de l'État profond français par la famille Rothschild. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Vous savez, en 81, quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, il a voulu nationaliser donc les banques. Hein, et Guy de Rothschild, il a passez-moi l'expression, il a pété un câble. C'est-à-dire qu'à l'époque, il a fait paraître un article dans Le Monde et le titre c'était « Juifs sous Pétain, paria sous Mitterrand, ça suffit ». Et effectivement, il est parti aux États-Unis. Il est vite revenu après en Europe et en France parce qu'après, il y a eu Balladur qui était Premier ministre sous François Mitterrand. Il a quand même été le père de toutes les privatisations petit à petit. Autant François Mitterrand avait commencé à nationaliser et très vite il y a eu une machine arrière et tout a été privatisé. Donc Guy de Rothschild est revenu et la banque Rothschild est revenue. Donc vous nous expliquez que c'est Guy de Rothschild qui a expliqué à Édouard Balladur, Premier ministre de la France, entre 93 et 95, comment il fallait qu'il fasse la politique en France. Oui, bien sûr. Vous savez, la main qui finance est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et c'est pas de moi, cette citation, c'est de Napoléon Bonaparte. Et en fait, je trouve ces situations toujours fort à propos. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. C'est exactement ça. Les financiers contrôleront toujours ceux à qui ils donnent ou ils prêtent l'argent. Prêter, parce que donner, en général,
J'ai encore jamais vu, à part quelques mécènes, il y a rarement des dons quand même en matière d'économie d'industrie. Il n'y a pas trop de philanthropie. Dans la biographie de Emmanuel Macron, Claude Janvier, vous revenez sur un épisode assez peu connu des Français, c'est le fait qu'avant d'être recruté à la Banque Rothschild en septembre 2008, Emmanuel Macron fait la rencontre aux États-Unis d'un couple, Henri et Marie-Josée Kravis, riches soutiens du Parti républicain. Quel a été le rôle de ce couple américain sur la carrière d'Emmanuel Macron? Ils l'ont financé. En fait, en 2007, Emmanuel Macron est parti faire la tournée des popotes, passez-moi l'expression, aux États-Unis. Il est parti frapper aux portes en vue de commencer à établir qui allait financer son accession au pouvoir. Et le couple Kravis, qui d'ailleurs, ce sont des puissants, de puissants financiers, ils ont même créé d'ailleurs leur propre société secrète, qui s'appelle le KKR, Kravis, etc. Et donc, avec Guy de Rothschild, en fait, avec Rothschild & Co. et la famille Kravis, ces deux financiers ont porté Emmanuel Macron au pouvoir. Et là encore, puisqu'on parle d'État profond français, la collusion entre le public et le privé, donc des financiers financent donc la future accession d'Emmanuel Macron au pouvoir, et l'agence de communication Still & Holt, avec un certain Sylvain Faure, juste un peu avant 2017, obtient, est financée déjà par Rothschild et Kravis, cette agence, et obtient 8000 articles de presse qui font passer d'Emmanuel Macron du statut d'inconnu du grand public au statut connu. 8000 articles de presse pour qu'il soit élu en 2017, sans compter les interviews de télévision, sans compter les interviews de télé et sans compter les web, les radios. Donc c'est énorme. Et voilà comment on propulse quelqu'un qui est tout à fait inconnu du grand public, mais qui a été choisi par des financiers et par l'ensemble des réseaux français et américains pour accéder au pouvoir. La question de votre ouvrage, Claude Janvier, c'est comment l'État profond se finance-t-il? D'où tire-t-il sa manne? Eh bien, on vient de l'évoquer. Au départ, c'est financé par l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est financé par Rothschild et Kravis. Après, l'État profond, comment il se finance? Vous savez, vous avez une collusion entre le public et le privé. Donc, il y a forcément un échange et un partenariat. Vous savez, ils se réunissent tout le temps dans les mêmes clubs, dans les mêmes réseaux. Donc, et pour la France, c'est le siècle, c'est l'Institut Montaigne, c'est Terra Nova, c'est un think tank, c'est les GRAC. Donc il y a un échange et ils s'échangent les postes et ils sont tous très bien rémunérés. Quand vous voyez que c'est la politique de l'explosion de la dette quelque part aussi qui finance cet État profond. On en est à 1000 milliards supplémentaires, plus maintenant juste depuis 2017. Oui, maintenant oui, un peu plus, puisque Bruno Le Maire il nous a déjà augmenté la dette de à peu près un peu plus de 1000 milliards. Il écrivait des bouquins porno aussi à côté, je sais pas, ça devait le troubler peut-être, je ne sais pas, mais bon, passons. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, la dette française, c'est énorme. C'est 3200 milliards officiellement. Et à cela, il faut ajouter les 3800 milliards du hors-bilan bancaire. Ça, on l'avait traité avec mon ami François Lagarde dans l'État profond numéro 1. Ouais. Et en réalité, parce que ce sont des engagements de l'État, c'est-à-dire qu'en cas de défaillance, par exemple, des caisses militaires ou des caisses de hauts fonctionnaires, l'État est obligé de payer. Donc, mais en réalité, c'est pas marqué dans les bilans, c'est du hors-bilan bancaire. Mais c'est une dette. Donc, en réalité, la dette de la France aujourd'hui, c'est un peu plus de 7000 milliards d'euros. C'est quand même énorme. Pour un petit pays de 68 millions d'habitants, c'est beaucoup quand même. Vous expliquez tout à l'heure, Claude Janvier, que toutes les nations du monde ont un État profond à l'intérieur d'elles-mêmes. Et vous nous dites aussi que la Russie et la Chine résistent à l'hégémonie de cet État profond mondial. Alors, comment ça marche? Est-ce qu'un Vladimir Poutine, un Xi Jinping a les mains comme ça, pieds, poings liés? Ou alors, comment ça marche?
Alors, dans le cas de Vladimir Poutine, pas encore, parce qu'en fait, BlackRock, Vanguard ne sont pas encore rentrés en Russie. Bien que BlackRock vient de développer un ETF. Alors un ETF, une petite aparté très vite, c'est un produit financier. Ce sont des produits financiers qui ont éclos dans les années 90. L'ETF, c'est très pratique parce qu'il y a des investisseurs. Vous pouvez investir dans un ETF, c'est indexé sur le cours de la bourse. Et donc, ça permet d'investir de l'argent, mais vous ne savez pas après ce à quoi ça va financer. Du moment que ça vous rapporte de l'argent, en fait, finalement, ce à quoi ça finance, ça ne rentre pas. Mais c'est très pratique parce que ça passe totalement inaperçu. Alors, BlackRock a réussi d'initier, il y a peu, un ETF à la bourse de Moscou. Donc, BlackRock commence à essayer de rentrer vraiment en Fédération de Russie. Mais à part ça, BlackRock ne contrôle pas les grandes entreprises pour l'instant de la Fédération de Russie. En revanche, en Chine, c'est pas tout à fait la même chose, puisque BlackRock est actionnaire de certaines sociétés, grandes sociétés, je ne parle pas des petites, grandes sociétés chinoises. Mais encore là, la Chine, c'est un peu compliqué parce que c'est aussi un État fédéral. Il y a des provinces qui sont plus inféodées, je dirais, aux USA et d'autres moins. Donc, voilà. Mais disons que il résiste quand même. Mais sinon, BlackRock est présent partout. Vous savez, BlackRock, aujourd'hui, s'est accaparé à peu près et contrôle à peu près 20% des terres agricoles ukrainiennes. L'Ukraine est en train d'être dépecée. Parce que ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'un étranger, vous ne pouvez pas acheter une terre en Ukraine, mais vous pouvez la louer. BlackRock loue à peu près aujourd'hui 20% des terres en Ukraine. Ils sont en train de dépecer ce pays. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais ça, c'est pas dit, évidemment, c'est pas expliqué dans les médias de grand chemin. Et encore, je trouve que l'expression est un petit peu trop gentille pour moi, mais je pourrais être un peu plus brutal. Mais bon, vous voyez. Et ça, c'est un énorme problème, parce qu'aujourd'hui, nous avons des monstruosités financières qui veulent absolument garder l'hégémonie du dieu dollar. Parce qu'en fait, le problème, il est là. C'est que 1944, le dollar a été propulsé en tant que monnaie internationale. À l'époque, le dollar, par tous les pays, accepté par tous les pays, le dollar était à l'époque adossé à l'or. En 1976, on a eu Richard Nixon qui a mis un coup de pied dans les accords de Bretton Woods à l'époque et qui... À cette époque, donc justement, le dollar n'a plus été adossé à l'or. Mais depuis, c'est presque une monnaie de singe. C'est comme l'euro d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même toujours l'hégémonie du dollar au niveau des transactions internationales. C'est pour ça que les États-Unis se battent bec et ongle, et cette oligarchie financière mondiale apatride se bat bec et ongle pour essayer de conserver l'hégémonie du dollar sur la planète. C'est pour ça... Ceux qui refusent de s'y soumettre, comme des Kadhafi ou des Poutine qui ont dédollarisé leur économie, on essaie Kadhafi, malheureusement pour lui... Ce sont des dictateurs. Ah bah, ce sont des dictateurs. Vous savez, aujourd'hui, c'est très facile. Aujourd'hui, de toute façon, vous êtes contre les Américains ou vous émettez un doute, vous êtes de toute façon ou dictateur ou antisémite ou réac. C'est très simple. Si vous voulez, ce sont presque c'est la parade du vide, c'est-à-dire c'est le vide absolu. C'est-à-dire que les détracteurs, nos détracteurs, tout d'un coup, ils me regardent. Ah, bah alors non, si vous êtes contre ça, vous êtes réac. Et puis si vous êtes contre ça, vous êtes aussi antisémite. Si vous n'aimez pas le dollar et si vous n'êtes pas surendetté, vous êtes toutes les plaies de l'humanité. C'est ça. Alors on finit par se dire, mais attendez, on peut essayer de s'expliquer logiquement ou c'est pas possible. Mais on voit bien que c'est impossible. Avec certaines personnes, c'est impossible. Là, je me suis opposé récemment à cette histoire de Kermit la grenouille, là, vous savez, à Place Vendôme. Je me suis fait traiter de réac. Je sais pas. J'ai trouvé ça nul, tout comme d'ailleurs, il y a eu les pneus de tracteur dorés à leur fin par Claude Lévesque à l'Opéra Garnier. Je trouvais ça nul. À chaque fois, je me fais traiter de réac. Avant, c'était un plug, c'était de la même couleur, ou le vagin de la reine. Voilà, c'est ça. Mais on se dit, mais on peut plus dire, on se fait traiter de facho, de réac. Non, mais oui, si on a bien, quoi. Si on doute ou si on dit non, on est un fasciste ou un réactionnaire. Non mais écoutez, c'est franchement... C'est la logique du vide, c'est-à-dire il n'y a plus d'argument. Tac, vous êtes, réac, un bon facho, et puis alors là, vous êtes antisémite. C'est le fameux contrôle social que vous évoquez dans votre ouvrage, co-signé avec François Lagarde, l'État profond français, qui le finance et pourquoi, à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous. Merci à vous.